Bonjour à tous, vous écoutez la seconde partie de notre entretien avec le sociologue Renaud Epstein, qui porte sur les émeutes urbaines et sur l'apport des chercheurs en matière de politique publique. Le mois dernier, nous avions abordé ensemble la politique de la ville et son évaluation. Pour ces 2 épisodes, nous avons bénéficié de l'aide de Nami Fofana, étudiante en BUT métier du multimédia et de l'Internet à CY Cergy Paris Université. Bonne écoute de l'Instant Recherche. Bienvenue dans l'Instant Recherche. Je suis Solène Azoir et tous les mois, je m'entretiens avec des chercheurs en sciences humaines et sociales de CY Cergy Paris Université qui partagent leur savoir avec enthousiasme et simplicité. Ces émeutes, c'est avant tout le signe de ce problème structurel qu'on a en France, des relations police-population, et notamment des relations police-population pour les populations minoritaires. Vous avez également travaillé sur les émeutes urbaines. Qui sont ceux qui y participent et surtout quelles sont leurs motivations ? Alors, on vient effectivement de finir au sein du CESDIP une recherche collective sur les révoltes urbaines. Alors, j'utilise le terme révolte urbaine. Pas revenir, il y a des débats infinis dans le monde de la sociologie sur le choix des termes. Émeute, révolte, violence. Bon, révolte permet quand même d'insister sur une dimension de protestation politique qui n'est pas la seule, mais c'est quand même une des dimensions qui existent. Ce n'est pas que de la délinquance, c'est ça que je veux dire. On vient de finir au sein du CESDIP cette grande recherche nationale sur les émeutes de l'été 2023 consécutives à la mort de Naël Merzouk qui avait été tué par un policier à Nanterre. Et la question qui nous était posée, puisque c'est une recherche qui a été financée par l'Institut des hautes études de la sécurité, son équivalent pour le ministère de la Justice, donc vraiment l'exécutif et les administrations, et qui avaient une volonté quand même, après ces émeutes, pour certains, de comprendre ce qui s'était passé. Et la question qui nous était posée, la première question, c'était qui sont les émeutiers et quelles sont leurs motivations ? Ce à quoi, nous, d'entrée, on a dit, on va vous faire toute une série de travaux, mais s'il y a bien une question sur laquelle il est méthodologiquement quasiment impossible de répondre, c'est celle-là. D'abord parce qu'on ne sait pas trop qui sont les émeutiers. Ce à quoi on a accès, en tout cas au niveau national, c'est quoi ? C'est les dossiers des milliers de jeunes hommes, quand même, essentiellement, qui ont été jugés, condamnés pour participation à ces révoltes. Mais, comme le dit mon collègue Marwan Mohamed, ceux-là, c'est qui ? C'est ceux qui courent pas vite. C'est un petit échantillon de la diversité des publics qui ont participé à ces émeutes et rien ne nous garantit la représentativité. Voilà. Par ailleurs, quand bien même on peut notamment localement trouver des personnes qui ont pu participer à ces émeutes, le statut de leur discours est hyper problématique. Se faire raconter ce qu'ils ont fait pendant les émeutes, le degré de crédibilité qu'on peut donner est très incertain. De la même façon, on peut avoir accès à toute une série de sources qui ont été produites, et les émeutes de 2023 ont cette spécificité que celles de 2005 ont été télévisées par les caméras TF1 et de quelques autres. Celles de 2025, c'est des émeutes Insta, TikTok. Les auteurs, les témoins, tout le monde a produit des images, a produit des informations. Il y a eu une mise en scène de ces émeutes qui donne accès à un certain nombre d'informations sur les auteurs, sur les participants, sur les contextes, mais là aussi, avec des biais énormes qui font qu'on peut répondre à plein de questions sur ces émeutes, sur les dynamiques, sur le développement, sur le changement instrumental. Les émeutes de 2023 et celles de 2005, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, notamment parce que y a les images, et la maîtrise du récit par les images change tout, parce qu'il y a des mortiers, et que les mortiers permettent aux émeutiers de tenir à distance la police, ce qui n'était pas le cas en 2003. Voilà, il y a toute une série d'évolutions très très importantes et que nos enquêtes locales ont pu documenter. Nos enquêtes locales ont aussi pu confirmer un résultat quand même déjà assez intéressant des émeutes de 2005, c'est que on a l'impression qu'il y a eu une émeute en 2005, une émeute nationale, pareil en 2023. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas une émeute nationale, il y a des émeutes locales, qui ont chacune leur temporalité, leur localisation, leur dynamique, et qui s'inscrivent dans des histoires locales et des géographies locales très spécifiques. Et que saisir ce qui s'est passé, ça suppose de saisir sans doute les rationalités qui sont à l'œuvre, les profils des participants irrationnels qui sont à l'œuvre. Si on regarde au niveau agrégé et national, on n'y comprend rien. Voilà. Et donc finalement, au-delà de la question que vous posez, et qui était celle que nous posaient Gérald Darmanin, Dupond-Moretti et Retailleau, puisqu'on a une lettre de mission, moi j'ai jamais eu ça dans ma vie de chercheur, on a une lettre de mission qui est co-signée par ces 3 ministres,
Et le cœur de la question, c'est celle que vous posez. C'est qui sont les émeutiers, quelles sont leurs motivations. Bon, ça, montré, on a quelques éléments, mais on ne peut pas répondre scientifiquement à ces questions. Il y a plein d'autres questions, plein d'autres éléments auxquels on peut apporter. Parmi les questions auxquelles on apporte des réponses ou auxquelles on apporte des éclairages qui me semblent importants, c'est aussi que les techniques, les modalités du maintien de l'ordre ont radicalement changé entre 2023 et 2005, qu'elles sont bien plus efficaces. On a eu 3 semaines d'émeutes en 2005, on a eu 5 jours en 2023, et que d'une certaine façon, la police apprend. La police, et je dis la police, mais en réalité c'est la police, la gendarmerie, les pompiers, les polices municipales, les médiateurs municipaux, des collectifs partenariaux apprennent, sont dotés de nouveaux outils de surveillance, de pilotage, et sont parvenus à faire que les émeutes de 2023 ont été bien plus destructrices que celles de 2005 en termes de dommages. Elles sont bien plus élevées, les montants déclarés aux assurances sont bien plus élevés, mais la temporalité a été beaucoup plus contenue, pour le dire très très vite, quand les stocks de mortiers qui avaient été constitués en prévision du 14 juillet sont épuisés, les forces de l'ordre ont très vite repris le contrôle. Est-ce qu'on peut dire que les émeutes sont le signe d'un échec de la politique de la ville, ou est-ce plus compliqué que ça ? En 1991, il y avait eu une des premières grandes émeutes. Il y avait eu celle des Minguettes en 81, qui a lancé vraiment la politique de la ville. On n'appelait pas ça une émeute à l'époque, on appelait ça les rodéos des Minguettes. Il y a eu en 90-91 là une série d'émeutes dans l'Ouest francilien, notamment à Mantes-la-Jolie, à Sartrouville, qui ont marqué les esprits. Et à Mantes-la-Jolie, les responsables de la politique de la ville de l'époque, et de chercheurs, intervenants, développeurs, Daniel Béard et Suzanne Rosenberg, qui avaient sorti un petit papier extrêmement intéressant, très provocateur, dans lequel une opération de développement social réussie, c'est une émeute. Dans laquelle ils avaient montré, en tout cas ils développaient l'idée que s'il y avait eu émeute, c'était aussi parce que le quartier qui était complètement fermé s'était ouvert, que les habitants en sortaient et que finalement, qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait eu des flics qui supportaient pas de voir de jeunes arabes du Val-Fouré se balader et que ça avait été jusqu'à la bavure. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et peu importe, mais c'est une manière, alors il pousse le paradoxe sans doute un peu loin, de déconstruire cette idée qu'il y a une sorte de force de l'évidence qui serait une émeute, c'est la preuve de l'échec de la politique de la ville. Fondamentalement, si on reprend l'histoire de 40 ans de politique de la ville et de 40 ans d'émeutes, parce que c'est une politique qui est née à la suite des émeutes de Vénissieux, qui a évolué au gré des grandes émeutes de Vaux-en-Velin, etc., dont les moyens sont renforcés à la suite des grandes émeutes de 2005. Bon, c'est une politique qui serait réactive aux émeutes. Si je regarde le lien entre les deux, systématiquement, l'émeute est considérée comme le signe de l'échec de la politique de la ville. Pourtant, quand on regarde les émeutes, elles sont systématiquement déclenchées par des bavures policières, ou suspectées telles. La logique argumentaire ou la logique, la cohérence du raisonnement consistera à dire l'émeute est le signe de l'échec du policing, de l'échec des politiques de sécurité, pas de la politique de la ville. Et pourtant, le paradoxe, c'est quoi ? C'est que tout au long de l'histoire de cette politique, les émeutes, en tout cas de l'histoire de cette politique en France, parce que si on va de l'autre côté de la Manche, si on va en Angleterre, c'est exactement l'inverse. Les émeutes consécutives à des bavures policières ont donné lieu à la mise en place de l'incrimination, du fonctionnement de la police. Il y a des grandes réflexions, des grandes réformes du policing. En France, fin des émeutes, qu'est-ce qu'on dit ? 2005, 2023, bravo la police ! On a réussi à maintenir l'ordre, à rétablir l'ordre, sans faire trop de bavures. Par contre, la politique de la ville, la preuve, c'est un échec. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à renchérir dans ce paradoxe. Non, les émeutes, c'est le signe du succès de la politique de la ville. Ça aurait, je pense, pas de sens. Mais je pense que les émeutes, elles devraient nous amener à questionner les faits générateurs. Et le fait générateur, c'est des bavures, et des bavures qui suscitent une colère collective parce que, au-delà de la bavure, ça fait écho pour nombre de jeunes hommes racisés habitant dans ces quartiers populaires à des expériences du quotidien, des expériences de discrimination policière, des expériences de mauvais comportements policiers, le tutoiement, l'insulte, pour ne pas dire plus. Et finalement, pour moi, ces émeutes, c'est avant tout le signe de ce problème structurel qu'on a en France, des relations police-population, et notamment des relations police-population pour les populations minoritaires.
Quel est, selon vous, le rôle des chercheurs dans ces questions ? Peuvent-ils vraiment peser sur les décisions politiques ? Je vais essayer d'historiciser ma réponse. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une politique à maintenant quasiment un demi-siècle, et suivant les périodes, le rôle, la place des chercheurs dans cette politique a énormément varié. Si je vais en gros des années 70 aux années 90, je pourrais dire que les chercheurs, et notamment les chercheurs en sciences sociales, et notamment les sociologues, ont joué un rôle absolument central dans cette politique. C'est la thèse qui est développée notamment par Sylvie Tissot dans son ouvrage « L'État et les quartiers », où elle montre comment l'objet même a été construit par les sociologues, comment la structuration d'une politique nationale au tout début des années 90 s'est opérée très largement en lien à une revue Esprit et à un courant de sociologie autour de notamment François Dubay et quelques autres. Quand je vous dis c'est une politique qui a fait l'objet du plus grand nombre d'évaluations, c'est surtout une politique qui a servi de banc d'essai pour le développement de l'évaluation des politiques publiques à un moment où personne n'en faisait, et à un moment où l'évaluation des politiques publiques, c'était pas considéré comme le suivi d'indicateurs de performance, mais l'intégration des acquis des sciences sociales et des méthodes des sciences sociales pour interroger les politiques publiques. Et de fait, énormément de chercheurs en sciences sociales ont participé dans les années 80, dans les années 90, jusqu'au début des années 2000, aussi à l'évaluation de cette politique dans une perspective qui était une perspective de ce qu'on appelle de rétroaction. C'est-à-dire que la production de connaissances appuyées sur les sciences sociales dans le cadre même de la politique publique devait permettre de faire évoluer les décisions politiques, alors non seulement les grandes décisions du politique, mais aussi les micro-décisions du quotidien portées par les acteurs de cette politique. Donc oui, la politique de la ville est une politique qui s'est construite, qui a été cadrée par la recherche, autour notamment de la notion d'exclusion, etc. Mais ça a pris fin au début des années 2000, dans un contexte qui a été marqué, alors d'un côté par un virage thématique avec le lancement du programme national de rénovation urbaine par Jean-Louis Borloo en 2003, où d'un seul coup, c'est devenu du sérieux, quoi. On n'était plus quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros distribués à des associations pour faire du soutien scolaire dans le centre social le soir, des sports, des petits trucs qui coûtent pas cher. Là, on était sur du lourd, des milliards d'euros. On n'avait pas laissé les sociologues s'amuser avec ça. Donc. Et puis surtout, c'est des milliards d'euros, donc il faut y aller. Ceux qui portent ça n'avaient pas trop envie d'avoir des questions dérangeantes des sciences sociales. C'était mieux d'avoir des consultants qui faisaient des tableaux de bord d'indicateurs ou des économistes, à la limite, qui allaient nous faire des trucs avec 3 chiffres derrière la virgule sur l'impact propre, etc. On pourrait y revenir, toute une série de problèmes méthodologiques, mais c'est une autre question. Donc il y a eu d'une part ce virage très sectoriel qui a fait qu'on a restreint le champ des questions qu'on posait aux chercheurs, et puis parce que le politique investissait à ce moment-là et qu'il fallait donc se légitimer, et pour ça avoir des chercheurs sociaux qui vont quand même poser plein de questions, montrer que les hypothèses sous-jacentes de son programme sont discutables, on n'a pas voulu. Et puis ça a correspondu aussi à un virage dans le plus global des politiques publiques à partir du début des années 2000, ce qu'on pourrait appeler le tournant néo-managérial de l'action publique, dans le sillage de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, puis ce sera par la suite la révision générale des politiques publiques, où l'évaluation s'est pu réfléchir, poser des questions, mobiliser les sciences sociales. C'est fixer des objectifs de performance précis et faire du reporting, suivre du chiffre. Et donc là, on n'a plus besoin de chercheurs, quoi. Si, éventuellement, des chercheurs en sciences de gestion ou des designers qui vont nous refaire des nouvelles architectures d'indicateurs et des interfaces pour faire de la data vise, quoi. Mais c'est peu les chercheurs. Est-ce que les chercheurs peuvent encore peser sur les décisions politiques dans le champ de la politique de la ville ? Bon, moi j'ai tendance à penser que non, mais j'ai tendance à penser que ça ne vaut pas que pour la politique de la ville, ça vaut pour énormément de politiques publiques où on se rend compte que les interfaces du dialogue entre recherche, en tout cas en sciences sociales, et action sont de plus en plus ténues. Je dis en recherche en sciences sociales, ça ne vaut pas que pour les sciences sociales. Regardez sur les questions climatiques, nos collègues peinent eux aussi, alors que la menace est quand même d'une autre ampleur, à se faire entendre des responsables politiques. Bon, alors je dis ça, mais ça ne veut pas dire qu'on doive se retrancher dans notre tour d'ivoire universitaire et se contenter d'une posture critique. Moi, je pense que les sciences sociales sont par nature critiques, mais je pense que notre rôle, c'est non seulement d'éclairer la société, mais de continuer sans cesse à parler aux décideurs politiques, aux responsables administratifs, aux responsables politiques, en sachant que nos paroles n'ont pas un effet direct, nos analyses n'ont pas un effet direct, un retour direct sur l'action, mais quand même,
qu'on pose des jalons, qu'on leur donne aussi, ils assument eux politiquement leurs décisions après, qu'ils puissent prendre leurs décisions, même si elles sont mauvaises, de façon éclairée. Qu'ils sachent que s'ils font des trucs pour de mauvaises raisons politiciennes ou parce qu'ils croient des choses, au moins on aura fait nous notre boulot, et je pense que c'est un peu ça, une des dimensions de notre responsabilité sociale. On vous remercie de contribuer à la recherche sur la politique de la ville et merci pour votre participation aujourd'hui. Merci pour l'invitation. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.